Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission Impact Talk. Vous verrez, si vous n'avez pas encore regardé le premier épisode, n'hésitez pas. C'est une petite référence et un petit clin d'œil à notre ami Jérémy. Donc je vous invite à aller revoir ce premier épisode. Alors l'Impact Talk, c'est quoi? Concept très simple. On invite deux entrepreneuses sur le plateau de Startup Vie. Ils nous racontent tout. Leurs projets, leurs ambitions, leur travail, leurs défis, mais aussi les moments plus durs auxquels ils ont été confrontés. Sur le plateau, nous aurons également Béatrice Demailleux et Delphine Selami. Elles m'aideront à décortiquer les projets, à découvrir tous les petits secrets et autres trucs de l'entrepreneuriat. Donc maintenant, installez-vous confortablement. Ça va être 1 heure de partage et d'inspiration. Mais avant de commencer, deux petites choses. Première chose, un grand merci à notre sponsor, Hub Brussels, qui soutient l'entrepreneuriat à Bruxelles. Et une deuxième chose, vous représentez très brièvement Delphine de chez Hub Brussels, spécialiste et conseillère en digital et stratégie business, et Béatrice Demailleux, qui est le CV tout simplement le plus long de la tech à impact, en sachant qu'elle est non seulement la CEO de Bcode, mais également au conseil d'administration aussi bien de Proximus que des petits riens, et encore de nombreuses autres activités dans son escarcelle. Bienvenue dans ce deuxième épisode. Nous avons sur le plateau Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour Nicolas. Et nous accueillons nos deux entrepreneuses. Coraline. Bonjour Coraline. Bonjour tout le monde. Et Louis. Salut Nico. Donc alors pour commencer, nous allons demander à Coraline de nous présenter l'invité Louis. Et puis on fera tourner le micro. Ça va. Donc Louis, ici fondateur de Tapio. Tapio qui est une entreprise qui mesure et qui réduit le CO2 des entreprises. Louis a fondé l'entreprise il y a 5 ans et il vient d'avoir 36 ans. Exact. Très bien. Et toi Louis, est-ce que tu peux nous introduire l'autre invité, ouais. Coraline? Avec plaisir. Donc Coraline est la fondatrice de Unago. Unago ou Unago? Unago, qui est la première agence de recrutement dédiée aux personnes qui ont un passé judiciaire. En Belgique, je pense que l'entreprise a été fondée il y a un petit bout de temps, mais le projet vraiment à proprement parler a une grosse année. Oui, tout à fait. Fantastique. On aura l'occasion d'y revenir. Alors maintenant, on va passer plutôt, chacun va un peu prendre le micro et se présenter plus en détail. Comme ça, les personnes qui nous regardent aujourd'hui dans l'émission peuvent mieux comprendre qui vous êtes comme personne. Donc je commencerai maintenant avec Louis. Toi Louis, raconte-nous un peu d'où tu viens, qui tu es, où tu as grandi, tes premiers pas dans la vie, ouais, en bref. Hein. Ça va combien de temps? Ok, bon, tu m'orientes, hein, mais donc moi j'ai en effet 36 ans, je viens de Bruxelles. J'ai étudié à l'ULB, à Solvay, des études d'ingénieur de gestion. Globalement, pour essayer de me fermer le moins de portes possible. Ce n'était pas spécialement une passion, mais je me suis dit que c'était ce qui m'ouvrirait le plus de portes pour la suite. J'ai assez tôt eu envie de me concentrer sur l'entrepreneuriat au sens large, juste essayer de créer des choses, créer des projets sans avoir un secteur spécifique en tête. À la sortie de l'école, je suis parti en Colombie, où j'ai importé et distribué du chocolat belge pendant 3 ans. Moi, je suis resté personnellement 3 ans à Bogota, avec 2 associés qui eux sont restés 3 ans de plus. Donc l'entreprise, on l'a pilotée pendant 6 ans et elle existe encore. Donc si vous allez Et elle s'appelle Joséphine. Donc voilà, si vous êtes à Bogota et que vous avez envie de chocolat belge, normalement vous devriez encore en trouver. Donc ça c'était mes débuts. Puis je suis rentré en Belgique où j'avais envie d'un peu me former parce c'était génial, mais on a tout fait de zéro, sans aucune expérience. Donc c'était un peu fatigant quand même à la longue de toujours démarrer de tout de zéro, donc j'avais eu envie de me former, donc j'ai bossé chez Deliveroo, une boîte qui était vraiment passionnante, en pleine croissance, avec plein de défis à tous les niveaux. Puis j'ai quitté il y a 5 ans pour lancer Tapio. Tapio, on y revient après. Et toi Coraline? Moi, c'est Coraline de Spirlet. Je suis criminologue de formation. Je suis née à Courtrai, mais j'ai grandi à Bruxelles toute ma vie. J'ai fait mes études de criminologie à Leuven et suite à ça, j'ai d'abord été médiatrice en sanctions administratives communales à la commune de Saint-Josse. Au fur et dans le bon sens de l'histoire, j'ai fait mes études donc en criminaux. Pendant mes études, j'habitais chez mes parents et mes parents ont hébergé un gars qui avait fait presque 20 ans de détention. C'est là où j'ai découvert le monde de la prison et de la réinsertion.
Dans mes études, j'étais plus axée sur tout ce qui était aide à la jeunesse et touchée par la pauvreté et les injustices à ce niveau-là. En rencontrant Jean-Marc, l'ex-détenu qui a habité chez mes parents, j'ai voulu me faire quelque chose de plus dans le milieu carcéral et le milieu de la réinsertion. J'ai décidé alors de faire du bénévolat à la prison de Forêt. J'étais visiteuse bénévole. En parallèle, je faisais mon boulot de médiatrice en sanctions administratives. Et puis j'ai décidé de quitter mon boulot pour lancer Unago parce que j'avais envie d'aider ce public ex-détenu. Donc tu as tout de suite été touché assez personnellement, quelque part dans ton intimité de vie. Est-ce que par ailleurs, toi, tu avais une sensibilité pour tout ce qui était lié à l'impact ? Je pense que oui, sans vraiment le savoir. Je savais pas du tout, j'avais pas du tout dans le but de faire de l'entrepreneuriat. Moi, je pensais bosser dans une petite ASBL, faire quelque chose de bien au niveau social, parce que ça a toujours été important pour moi. Et c'est toujours quelque chose qui m'a touchée. Comme je disais, les injustices, les personnes qui sont issues de milieux socio-économiques faibles et défavorisés. Ouais, très bien. Mais c'est marrant parce que du coup, c'est un tout autre parcours, Louis. Et toi, Louis, ton lien avec l'impact, puisqu'au final, tu fais Solvay, école de commerce, plutôt orienté business, même si c'est plutôt pour t'ouvrir des portes. De l'autre côté, après, tu pars à Bogota, il y a le chocolat. Je ne sais pas exactement s'il y a un côté impact environnemental, de la bonne nourriture ou du sourcing de qualité. Puis tu reviens chez Deliveroo, qui est plutôt là dans le mode entrepreneuriat, start-up, pleine croissance, nouveau business model, etc. Et puis tu te retrouves à lancer Tapio, qui est dans le bilan carbone, et on se retrouve alors à ce moment-là en plein dans l'impact. Donc comment s'est fait ton trajet par rapport à l'impact ? Il y a un peu plusieurs façons de répondre. Je pense que nous, on essaye assez fort de se déconnecter d'une grille de lecture trop dans l'impact, parce que je trouve que c'est assez réducteur et qu'aujourd'hui, on est encore dans une espèce de vue de l'économie où il y a l'économie normale et l'impact, qui est une sorte de petit microcosme de bobos qui veulent sauver le monde depuis XL. Et je trouve ça hyper dommage, parce que nous, c'est pas du tout ça qu'on essaye de faire. On essaye de démontrer qu'il faut faire des changements assez profonds, qu'on peut les faire de manière constructive, qu'on peut les faire de manière rentable, qu'on peut les faire dans une économie qui est performante. Et donc on essaye même si de fait on est dans un univers à impact, on est une entreprise qui, au plus on arrive à avoir une performance économique, au plus on aura un impact positif sur le monde à notre niveau. Je pense qu'il faut éviter d'être réduit et d'être mis dans une case. Et par exemple, par rapport à ce que tu dis chez Unago, je trouve ça intéressant de se poser la question, moi je cherche à recruter des gens et je ne vais pas me poser la question, est-ce que je peux faire une bonne action ? Je vais me poser la question, en quoi ces profils-là vont être intéressants, et probablement qu'ils auront plus de relief qu'un profil classique, peut-être qu'ils ont une expérience de vie qui est différente, peut-être qu'ils seront plus motivés, peut-être que c'est des personnes qui ont fait des erreurs mais qui aujourd'hui ont envie de se racheter. Et je trouve que si on le prend par le prisme de comment je peux faire quelque chose de bien, on est tout de suite très fort réduit, alors que si on arrive à le mettre en avant en disant non, ces personnes-là, il y a une vraie valeur à travailler avec eux, on sort du microcosme de l'impact. Donc même si on est dedans, on essaye très fort de s'en éloigner. Même si on est dedans, il n'y a plus le logo. mais voilà. Mais pour rester sur la lancée, hein, tu nous parles de l'entreprise. Au final, tu t'es introduit, tu parles un peu du lien avec l'impact. Mais au final, Tapio, hein, c'est quoi ? Tapio, ça part d'un constat assez simple. On est dans une crise climatique. Alors directement, pas que climatique, il y a plein d'autres défis. Mais nous, on a choisi de se concentrer sur un sujet, parce que si on fait tout, on fait rien. Donc nous, on s'est concentré là-dessus. Il y a une crise climatique. Du coup, on s'est posé la question, comment, avec notre expérience, nos connaissances, on peut accélérer la transition, accélérer la résolution de cette crise climatique. De là, on a constaté qu'une grosse partie des émissions de CO2 qui sont à l'origine de cette crise ou partiellement à l'origine de cette crise sont dues aux entreprises. Et donc, on s'est posé la question, comment on peut permettre aux entreprises de, mesurer leur niveau d'émissions de CO2 et surtout comment les réduire. Et donc, à partir de cette question, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas les outils nécessaires pour le faire, contrairement à toutes les autres verticales de l'entreprise qui aujourd'hui sont très fortement digitalisées, avec beaucoup de technologies qui leur permettent de faire à peu près n'importe quoi, de la finance au marketing au recrutement. C'est un bon exemple, de nouveau, dans le recrutement, aujourd'hui, on travaille avec des logiciels, des applications, etc.
Mais dans la mesure des émissions de CO2, on fait ça avec un papier et Excel. Donc on s'est dit qu'en développant les bons outils, on allait permettre de démocratiser très fort l'accès à la connaissance climatique, donc à la mesure, et après surtout démocratiser l'accès à la réduction. Parce qu'en fait, quand on regarde l'univers des entreprises par le prisme des émissions de CO2, même si chaque entreprise est très différente, il y a énormément de choses similaires aussi entre les entreprises. Si on prend un magasin de retail et un bureau d'avocat, ils n'ont rien à voir. N'empêche que tous les jours, ils doivent faire venir 20 personnes au bureau. N'empêche qu'ils ont peut-être de la logistique. N'empêche qu'ils ont des personnes qui viennent les voir. On va voir un avocat, on va au magasin acheter quelque chose. Et donc, en ayant des problématiques très différentes, quand on les regarde du point de vue de leurs émissions de CO2, il y a des solutions qui peuvent être les mêmes. Mais aujourd'hui, chaque entreprise construit ses solutions dans son coin et donc doit faire ses apprentissages depuis zéro, perd énormément de temps, alors qu'on est dans une crise, on est dans une urgence, on est dans un moment où le temps est très très important. Voilà, on essaye d'utiliser la technologie pour mesurer mieux et réduire plus vite les émissions de CO2 des entreprises. C'est des entreprises propres ou ça peut aussi être dans un scope 2 ou 3, enfin plus loin par rapport au... Alors ça peut être, on touche plusieurs sujets, donc nous quand on dit entreprise c'est grosso modo groupement de personnes. On travaille avec des ASBL, on travaille avec des villes, on travaille avec des événements. Mais c'est par exemple tu vois, une entreprise, mais c'est aussi les clients de l'entreprise, ouais. C'est aussi les fournisseurs de l'entreprise, donc au niveau des différents scopes justement dans du reporting. Donc quand on touche à l'impact d'une entreprise, quand on veut mesurer l'impact d'une entreprise, on fait un bilan carbone. Bilan carbone c'est la photographie. Et donc là-dedans, des ensembles de règles qui existent, qui ne sont pas inventées par nous, surtout pas, prennent en compte le bilan direct et indirect, scope 1, 2, 3. Donc nous, notre job, ça va être de permettre à une entreprise de mesurer toutes les émissions de CO2 qui sont nécessaires à son existence. Donc par exemple, ici, on est dans une émission, on a dû tous venir de chez nous ou de notre bureau, ce trajet-là, il rentre en compte dans le bilan carbone de l'émission. On utilise du matériel, des micros, on a peut-être imprimé des papiers, on peut boire une boisson, manger quelque chose. Il y a un feu derrière. Il y a un feu, heureusement c'est un faux feu. Qui consomme peut-être plus encore. Qui consommera moins, mais bon quand même. Okay. En effet, donc ça, de fait, c'est super important de le rappeler, c'est une bonne question. C'est d'office en prenant en compte les émissions direct et indirect, sinon on joue pas. On n'a pas une vision claire de l'impact global. Exactement, et en fait on passe à côté, sinon on risque de complètement passer à côté du sujet. Donc réduire ses émissions de CO2, ça veut dire réduire ses émissions propres et ses émissions indirectes, sinon on joue pas le jeu. Donc c'est très important à rappeler. Et vous mesurez et vous proposez des solutions aussi ? Oui, c'est ça, donc vraiment c'est les deux volets. On dit nous comprendre et agir, donc on pense que si on comprend pas bien la situation, c'est très très compliqué de choisir les bonnes actions à mettre en place pour réduire. C'est un petit peu comme si vous vous mettez au sport, on fait d'abord un test pour voir à quel point, où vous en êtes, quoi. Si vous voulez courir un marathon, on va d'abord savoir, ok, mais est-ce que vous savez courir 1 km, 5 km, 20 km ? Et en fonction de ça, on va mettre en place un plan d'action. Mais ici, c'est la même chose. Et la question sur les émissions indirectes est liée à ça, c'est-à-dire que si on ne sait pas que, par exemple, dans une banque, 99% des émissions de CO2 sont liées aux clients, donc en gros ce que les gens vont décider de faire avec les crédits que vous leur accordez par exemple, et que vous vous concentrez sur, je ne sais pas moi, les émissions de CO2 des employés qui viennent au bureau, en fait vous travaillez sur moins d'1% de votre impact. Donc mesurer c'est fondamental. Et puis après réduire c'est tout aussi fondamental, parce que savoir qu'on est très mauvais, ça ne fait pas de vous, de fait, quelqu'un de meilleur. Et peut-être une dernière question, après on passera la parole, parce qu'on est aussi curieux de découvrir Unago. Tapio, vous en êtes où dans l'histoire de Tapio ? C'est 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, vous faites des bilans carbone à l'appel, vous en êtes déjà bien avancé dans le projet ou... Alors, je trouve qu'on est bien avancé quand même. On est aujourd'hui 25 personnes. Basé à Bruxelles depuis 5 ans. On travaille avec des partenaires, donc on a à peu près 50 partenaires, donc des entreprises qui sont des consultants carbone, donc ça permet d'étendre encore un peu l'impact qu'on peut avoir ou la communauté Tapio. Et puis derrière, on a à peu près 200 clients, donc 200 entreprises, organisations, événements qu'on accompagne dans la mesure et la réduction de leurs émissions de CO2. Donc ça veut dire que l'impact qu'on peut avoir, il va être réellement sur les émissions de CO2 qu'on va pouvoir aider nos clients à réduire. Donc, c'est ça. Et ces partenaires, ces consultants carbone sont en fait des clients à vous
qui utilisent votre solution? Alors, c'est des partenaires plutôt que des clients, dans le sens où il n'y a pas de transaction financière entre le partenaire et Tapio. C'est un petit peu comme un comptable qui va travailler avec son client. Ensemble, ils vont travailler sur un logiciel comptable, mais c'est le client final qui va faire sa TVA, qui va faire ses comptes annuels, qui est le client du logiciel, puisque c'est lui qui est le client qui paye la licence. Après, on est dans une relation extrêmement proche avec nos partenaires, puisque pour certains, on est devenu leur quotidien, dans le sens où ils font les bilans carbone de tous leurs clients dans Tapio. Donc on est très proche de ces partenaires-là, parce qu'on a... notre métier, c'est de faciliter le leur, donc on a besoin d'avoir une relation extrêmement proche avec eux. Super. Coraline, Unago, recrutement. Ouais. Unago, donc c'est une agence de recrutement pour personnes qui ont un passé judiciaire. Et pourquoi Unago? Unago, ça veut dire agir ensemble en latin, de una et ago. Donc c'est une agence de recrutement pour personnes qui ont un passé judiciaire, au sens large. On rencontre principalement des personnes qui sortent de détention, mais pas uniquement. Et alors on fonctionne comme une agence de recrutement classique, avec 2 particularités. D'une part, c'est le public qu'on veut mettre à l'emploi. Et d'autre part, c'est le processus qu'on met en place. On met tout un processus de suivi pré-embauche et suivi post-embauche en place pour garantir, ou mettre en tout cas tout en place pour avoir des embauches durables. Notre pré-embauche, d'abord tout commence avec un réseau de partenaires. On a une vingtaine de partenaires qui sont des ASBL, des centres de formation et des services publics. Services publics, c'est par exemple les CPAS ou la Maison de justice de Bruxelles. Et qui interviennent à différents moments du parcours d'une personne à passé judiciaire, c'est ça? En amont comme en aval? Ces partenaires-là interviennent surtout au tout début. C'est eux qui vont parler de Unago à leurs bénéficiaires. Leurs bénéficiaires qui vont être des chercheurs d'emploi qui, eux, vont estimer prêts à l'emploi. Et généralement, ils sont encore en prison ou ils sont déjà sortis? Ils sont à quel stade de leur parcours? On prend en charge uniquement des personnes qui sont sorties de détention. Souvent, c'est des personnes qui sont sorties de détention, mais qui sont encore liées à la justice parce qu'ils ont été libérés avant leur fin de peine, donc ils sont sous libération conditionnelle. Et donc, ils sont suivis par un assistant de justice. C'est souvent l'assistant de justice ou bien un psychologue ou bien leur formateur dans un centre de formation qui va leur parler de Unago en disant « tu recherches un emploi, contacte-là, ils sont spécialisés pour l'accompagnement des personnes avec un passé judiciaire ». Ces personnes-là prennent contact avec nous. On commence un suivi pré-embauche de 3 rendez-vous où on va vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître les gars et les femmes. Il y a beaucoup moins de femmes qu'on rencontre. On va parler évidemment des expériences qu'ils ont eues et de ce qu'ils souhaitent faire par la suite, mais on va surtout prendre aussi l'image entière de la personne, de sa situation, à tout niveau, pour bien comprendre quels sont ses besoins et comment est-ce qu'on peut l'aider et faire en sorte que la mise à l'emploi fonctionne sur la durée. C'est là où nos partenaires peuvent aussi encore intervenir. Si on se rend compte qu'une personne n'est pas tout à fait prête à l'emploi, qu'elle a d'autres problématiques à régler avant l'emploi, on peut rediriger la personne chez nos partenaires qui vont par exemple être spécialisés dans la formation. Si quelqu'un a une grosse fracture numérique par exemple, on va conseiller d'abord aller vers une formation de base en informatique. Si quelqu'un a énormément si quelqu'un a besoin de parler ou de situations plus personnelles, on peut rediriger vers des partenaires qui ont des psychologues et qui peuvent faire un suivi plus... On doit quand même imaginer quelqu'un qui sort de détention, finalement il a purgé sa peine, donc ça veut dire qu'il est déjà hors du circuit de l'emploi, donc ce qui n'est pas évident de se remettre dedans. Mais même chose, c'est qu'en termes de logement, en termes de rythme de vie, il y a tout qui est à réapprendre. Ouais. Effectivement, une personne qui sort de détention rencontre énormément d'obstacles, que ce soit, comme tu dis, au niveau du logement, par exemple. Souvent, ils ont aussi énormément de dettes. Il n'y a plus beaucoup de liens sociaux. Ils ont pas toujours... Il y en a qui vont retourner vers leur famille, mais ils n'ont pas tous toujours encore une famille ou une famille qui veut les accueillir. Et l'idée, c'est que Unago se trouve à la fin de la chaîne de toute une série d'acteurs qui peuvent les aider à différents niveaux. Ça c'est théorique, maintenant dans la pratique, parfois il y a différentes choses, tout est lié, donc les choses se font en même temps. Mais voilà, l'idée c'est que vraiment une fois qu'ils arrivent chez nous, c'est qu'ils sont prêts à l'emploi et donc que tout ce qui est administratif, logement et tout ça soit en ordre pour qu'il n'y ait plus que l'emploi pour s'en sortir et pouvoir se réintégrer dans la société. Et aujourd'hui vous en êtes où dans le projet ? Donc aujourd'hui ça fait un peu plus d'1 an qu'on a commencé l'activité.
on a déjà rencontré une centaine de chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, on a mis maintenant 13 personnes à l'emploi au sein de un peu moins de 13 entreprises différentes, parce que certaines entreprises ont déjà refait appel à nous, comptant du recrutement et de la bonne intégration des candidats qu'on leur a proposés. On a une quinzaine d'entreprises qui ont signé une convention de collaboration. On est basé à Bruxelles, on travaille principalement dans des entreprises qui se situent sur Bruxelles et en périphérie. Mais bientôt, on va se développer en Wallonie, donc ça c'est une chouette prochaine étape qui va arriver très prochainement. Et je peux poser une question? Bien sûr, vas-y, rebondis dessus. Tu m'as pas dit si je pouvais poser des questions. Il y a un type de profil dans les personnes que vous accompagnez ou pas? Parce que je me dis, il doit y avoir de tout en prison, en situation d'incarcération. Et c'est qui les entreprises? Tu parlais d'une petite vingtaine d'entreprises qui ont signé une convention de collaboration. Est-ce que c'est plutôt des plus grandes entreprises ou justement c'est peut-être plus facile pour des PME de passer le pas parce que voilà, c'est parfois des entreprises à taille plus humaine? C'est qui engage et c'est qui que vous faites engager? Au niveau du profil, effectivement, il y a de tout en détention, mais il y a quand même une majorité de personnes qui sont peu qualifiées. Okay. La majorité des personnes qu'on rencontre n'ont par exemple pas leur CESS. Okay. Et donc, c'est des personnes qui cherchent souvent des jobs d'ouvriers peu qualifiés. Okay. Maintenant, on a parfois des personnes qui sortent de formation, un menuisier récemment, quoi d'autre, un gars qui fait une formation en informatique. Enfin, on peut avoir de tout. On a des personnes aussi qui sont universitaires. C'est très rare. Et en général, on leur dit, voilà, nous, on se spécialise plus dans tout ce qui est peu qualifié. Donc c'est plus de la logique des entreprises de logistique, de production, votre cible. Ouais, vu les profils, on se focalise plus sur tout ce qui est logistique, production, transport, bâtiment, Horeca aussi, pourquoi pas. Et maintenant, et en fait, aujourd'hui, dans cette petite vingtaine d'entreprises qui ont signé, on a en fait des entreprises assez différentes. On a des grosses entreprises comme Decathlon, par exemple. Okay. On a quelques PME, les savonneries bruxelloises, Ambelco Art Shipping, pour citer quelques exemples. Mais on a aussi une petite ASBL avec qui on a collaboré pour la solidarité et une ONG Handicap International. Donc c'est assez large dans des secteurs assez différents. Ouais, dans certains cas, c'est elles qui sont venues à nous en disant en fait, on voit qu'il y a quelque chose à faire. D'autres, c'est nous qui sommes à livrer. Okay. Et pour passer un peu à la séquence suivante, hein, donc on suit le fil rouge du programme. Je reste avec toi, Coraline, sur un ou l'autre élément qui, sur ce parcours-là, sur ces 12 ou 18 derniers mois, un élément qui a été particulièrement difficile, contraignant, une sorte d'échec ou quelque chose qui te vient à l'esprit, ça a été dur. Ce qui a été dur dans le début, c'est j'ai commencé une ago avec Marjorie Gaillet et puis malheureusement elle a quitté pour partir à l'étranger et se retrouver seule pendant 6 mois, ça a été assez dur de devoir prendre des décisions toute seule, de devoir gérer tout toute seule. Maintenant heureusement je suis quand même bien accompagnée par différentes personnes, donc ça c'était dur et lié à ça, je trouve aussi ce qui est assez dur, et encore toujours aujourd'hui, c'est de trouver le bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais ça sera un point assez intéressant, hein, parce que je pense qu'au niveau de... pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, le faire seul n'est déjà pas facile. Le faire en équipe est encore aussi à ses complexités. Et lui, toi, tu peux peut-être témoigner, parce que tu es aussi passé à travers une évolution du projet de Tapio avec un cofondateur. Et puis en cours de route, il y a eu une forme de désalignement et de solution de séparation. Mm-hmm. Oui, on a fait aussi face à ça. Au tout début de l'aventure, moi j'étais assez clair sur le fait que ça m'intéresse de piloter ce genre de projet. Par contre, je ne sais pas le faire seul. Donc dès jour 1, on s'était mis d'accord qu'on le faisait ensemble, donc avec mon associé de l'époque, qui est Nathan. Et après 2 ans, on a identifié, en grandissant, une série de points sur lesquels on n'arrivait pas à collaborer. Et en effet, c'était un des éléments les plus difficiles, je pense, de ces 5 dernières années. C'était d'arriver à faire le constat qu'en fait, on n'allait pas y arriver ensemble, ce qui était assez difficile, puisqu'on s'était toujours dit on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et puis en fait, on s'était dit on peut y arriver, mais on ne peut pas y arriver ensemble. Et donc à partir de là, c'était la première étape. Et puis il a fallu mettre ça en forme, c'est-à-dire
qui continue, est-ce qu'on continue, est-ce qu'il y en a un qui continue, l'autre pas, etc. Comment on fait ça, puis techniquement, des questions de part, des questions d'argent, etc. C'est tous des sujets qui fâchent. Donc ça n'a pas été facile. Maintenant, on a réussi à passer à travers ça, donc ça c'est, je pense, un des éléments les plus durs, mais aussi une des plus grandes fiertés d'avoir réussi avec cette épreuve dans l'historique. Mais par contre, de nouveau, maintenant j'ai mon frère qui est maintenant mon associé, donc ça a mis un peu de temps à se formuler, mais donc maintenant on est vraiment co-fondateur et Pierre est mon associé, donc je suis quand même pas tout seul, quoi. Donc moi je ne saurais pas le faire seul. J'ai besoin d'avoir une épaule sur laquelle pleurer ou quelqu'un taper dans la main quand on a un succès et aller boire un verre, c'est pour célébrer. C'était un petit frère ou un grand frère? C'est un petit frère qui est plus grand que moi. Ah oui. En taille. En taille. Il a directement rejoint quand Nathan est parti? Non, en fait, Nathan et moi, on avait un background très similaire. Lui, il a fait l'IHG, donc l'école de business à Louvain. Donc on a quand même un background qui est assez proche, on était assez similaires, alors que mon frère a fait Polytech. Et donc lui arrivait plutôt avec le côté technique, capable de développer nos outils, puisqu'on est en fait des éditeurs de logiciels, donc on a besoin de ce côté technique. En fait. Donc on était plus complémentaires. Donc en fait il avait rejoint pour ramener ce côté technique, et puis quand Nathan est parti, il lui est monté en puissance et on a réussi à construire ça comme ça. Mais les bons souvenirs. Parce que là on a parlé des mauvais souvenirs, mais jusqu'à présent. C'est toi qui demande les mauvais souvenirs. Hein. Je pose la question. Évidemment. Parce qu'il faut aussi avoir des petites pépites qu'on peut après partager sur les réseaux, notamment les mauvais souvenirs qui te viennent te prendre au cœur. On a senti qu'il y avait un besoin d'épaule pour reverser la petite larme. C'est vrai, tout à fait. J'aurais dû le dire comme face cam. Face cam. Pour un appel au public. Voilà, c'est ça. Mais bon, l'entrepreneuriat, oui, il y a les côtés difficiles, mais ils ont aussi comme miroir des côtés positifs et des victoires, des conquêtes, des moments où on est particulièrement fier, content. Et toi, si tu regardes un peu dans ce parcours Tapio, si on reste dans le cadre du parcours Tapio, qu'est-ce qui te revient un peu en tête de certains moments, on dit « Waouh, ça c'était vraiment une belle réussite ». Nous, on aime bien regarder en arrière, et on se dit que si quand on regarde un an en arrière, on est un petit peu gêné de là où on était il y a un an, ça veut dire qu'on a réussi à bien avancer, parce qu'en général, on est un peu le nez dans le guidon, donc on ne se rend pas compte du parcours qu'on a fait. Du coup, quand je regarde en arrière, on était 3, 4, 5 dans un bureau partagé, à chipoter vraiment sur tous les fronts. Aujourd'hui, on est quand même là presque 25 personnes, on a nos bureaux, on a des profils qui sont vraiment... extrêmement intéressant, on accompagne des clients quand même d'une certaine taille, donc ne fût-ce que ça, je trouve qu'avoir réussi à avoir 25 personnes qui travaillent pour l'entreprise, je trouve ça un gros succès duquel on peut être fier. Nous, on a une plateforme, on a quelque chose qui est utilisé en ligne, donc le fait d'avoir des utilisateurs, ça peut paraître idiot pour le commun des mortels, mais pour les gens qui sont vraiment dans le digital, dans le software, il y a encore un monde entre une idée, développer cette idée techniquement, c'est-à-dire qu'elle existe de manière technique, et qu'elle soit utilisée. Et donc aujourd'hui, on a des utilisateurs, comme je disais, on a des personnes qui tous les jours travaillent dans Tapio. Si demain Tapio crash, il y a des personnes en Belgique qui ne savent pas travailler. Et qui vont vous téléphoner. Et qui vont nous téléphoner, ce qui est bien. Ça sera des mauvais souvenirs. Voilà. C'est un de nos premiers, on en parlait en introduction, c'est un de nos premiers succès, c'est qu'en effet, on a des gens qui nous ont appelés pour nous engueuler parce que ça ne marchait pas. Ils ont appelé ton frère. Ils ont appelé bien sûr mon frère, mais on ne se rend pas compte. Sur le moment même, on est en panique, mais en fait, c'est un succès parce que ça veut dire qu'on a réussi à ce que ce qu'on a créé soit devenu tellement utile pour certaines personnes que si ça ne marche pas, ils ont un problème et de fait, ils s'énervent et donc il faut que ça marche, bien sûr. Il faut un essai-là, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut être sûr qu'il y ait un niveau de qualité qui soit là. Par contre, le fait qu'ils s'énervent quand ça marche pas, c'est un très bon signe. Voilà. Désolé, j'espère quand même. On fait le maximum, ils se reconnaîtront, ça marche très bien, donc il n'y a pas de problème. Mais vous ne le faites pas exprès d'avoir des bugs? On ne le fait pas exprès, de temps en temps pour voir s'ils sont réveillés. Occupés, voilà, c'est ça. Et chez Unago, un bon souvenir, une fierté, un moment fort de l'histoire d'Unago jusqu'à présent? Ouais, donc moi, les moments forts, pour moi, c'est chaque mise à l'emploi. Et les merci et la reconnaissance qui va de pair avec les mises à l'emploi, tant des candidats et des travailleurs. Et là, pour donner un exemple plus précis, on a Ahmed qui a commencé à travailler il y a maintenant presque 2 mois en tant qu'ouvrier production
super content. Son contrat vient d'être prolongé. On s'appelle plus ou moins chaque semaine. Et il y a quelques semaines, il est venu apporter une boîte de chocolat et un bout de savon pour remercier. Et donc, c'était très touchant. Il a envoyé son frère aujourd'hui aussi, que j'ai rencontré la semaine dernière. Et donc, ça, c'est des très, très chouettes moments qui, moi, me font continuer à faire ce que je fais. Oui, c'est du tangible et du concret. Alors, vous avez des projets qui sont... Ces 2 projets qui sont assez différents. Pourtant, les 2 sont animés, on pense, par une même thématique, qui sera la thématique de notre masterclass, que Delphine se fera un plaisir de vous partager. C'est la thématique de la croissance et de l'impact. Pourquoi ? Parce qu'on essaye d'éclairer à travers cette émission et ces échanges qu'il y a pas mal d'angles de vue différents, et on peut très bien le voir entre le bilan carbone d'un côté et de l'autre côté la mise à l'emploi de personnes à passé judiciaire. C'est 2 projets différents, mais qui ont les mêmes similitudes dans notamment des enjeux d'association, de comment faire avancer le projet, comment lui donner de la crédibilité, mais aussi les 2 projets sont animés par une volonté de croissance. Et généralement, la croissance peut aussi avoir une composante négative. On veut moins de croissance, on veut moins se développer. Et donc ici, dans notre masterclass de Delphine, on est impatient de découvrir ce que tu nous as réservé. Bah oui, impact et croissance. Alors, 2 notions qui peuvent être perçues comme opposées, voire inconciliables. Historiquement, quand on parlait de croissance d'entreprise, on faisait référence à la maximisation des profits à tout prix, par l'augmentation de la taille, des revenus, des parts de marché. Et avec à côté de ça, l'idée que l'impact pouvait potentiellement être un frein à cette croissance. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que ce paradigme a complètement disparu, mais bien plutôt qu'il a évolué en tout cas, et que ce frein est aujourd'hui de plus en plus perçu comme un moteur de croissance pour créer de la valeur ajoutée, attirer des investisseurs, fidéliser des clients ou encore contribuer à la réputation de l'entreprise. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles sont de plus en plus encouragées à repenser leur modèle en ajoutant à la notion de bénéfice financier la notion d'impact, de durabilité. Et donc, la question que les entrepreneurs et entrepreneuses se posent de plus en plus aujourd'hui, ce n'est plus uniquement comment grandir, mais comment grandir en ayant un impact positif. Mais donc, on parle d'impact. De quoi est-ce qu'on parle ici quand on parle d'impact pour une entreprise ? C'est l'impact que l'entreprise peut avoir sur l'humanité et son écosystème. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'impact social d'une part et d'impact environnemental de l'autre. Et contrairement aux entreprises traditionnelles qui du coup vont se fixer des objectifs financiers pour apporter des bénéfices à leurs actionnaires, les entreprises qu'on appelle à impact aujourd'hui, en plus de ces objectifs financiers, vont y ajouter des objectifs sociaux et environnementaux. Alors, cet impact, comment est-ce qu'on vient le mesurer ? D'abord, évidemment, on définit des objectifs. Et pour définir ces objectifs, une entreprise peut par exemple déjà s'inspirer des 17 objectifs de développement durable de l'ONU qu'on retrouve sur son site, qui sont 17 objectifs qui ont pour but de répondre aux grands défis mondiaux, qui sont à la fois des objectifs sociaux et environnementaux. Donc ça peut être un point de départ, d'essayer de s'aligner sur l'un ou plusieurs de ces objectifs. Alors, je pense aussi, ce qui pourrait être utile à une entreprise pour définir ses objectifs, c'est pas uniquement définir toute seule dans son coin ses objectifs, mais aussi de se tourner vers d'autres parties prenantes, des clients, des fournisseurs. Et je pensais ici notamment à l'impact social, qui est parfois aussi plus difficile après à mesurer ou à définir. Parfois, l'impact social, il va plus être du côté du client, et donc ça peut être intéressant de solliciter le client pour participer justement à cette définition d'objectifs. Alors ces objectifs, une fois qu'ils sont définis, évidemment il faut venir, c'est super important de venir les mesurer ces résultats pour pouvoir suivre, monitorer les actions, mais aussi communiquer au sein de l'entreprise, vers l'extérieur aussi, ou encore même prouver son impact à des tiers.
Et donc, pour ce faire, il y a des différents indicateurs qui peuvent exister, notamment, je pense à des critères mondiaux comme les critères ESG, E pour environnemental, S pour social et G pour gouvernance, qu'on retrouve aussi dans le référentiel européen de la CSRD. Ou alors encore, par exemple, on peut aussi utiliser des certifications, des labellisations qui vont aider à définir des objectifs et aussi à mettre en place des mesures. Une certification qui est bien connue ici maintenant en Europe, c'est B Corp, où on retrouve pas mal d'entreprises bien connues. Je pense à Patagonia, mais même ici à Bruxelles, on a des startups comme Casidomi, de Skate Room, je pourrais encore en citer plein, Tapio, voilà, qui sont certifiés. Et donc, c'est une certification qui, au travers d'un questionnaire, va couvrir différentes problématiques sociales et environnementales, et qui peut être du coup aussi un outil. Alors, pour l'impact social, c'est parfois un petit peu plus compliqué de venir le mesurer. On est dans des choses qui sont plus qualitatives. En revanche, pour l'impact environnemental, on en a déjà un petit peu parlé ici avec Tapio. Le premier indicateur, c'est évidemment les émissions de CO2 et donc le bilan carbone. Et comme on l'a déjà vu un petit peu ici avec Tapio, il y a de plus en plus aujourd'hui d'outils qui arrivent sur le marché pour venir aider les entreprises à venir mesurer, à venir réaliser ce bilan carbone, des outils, mais aussi des entreprises qui accompagnent voilà, ces entreprises à définir leur bilan carbone. Et alors, je voulais ici arriver justement, quand on parle de mesures d'impact, on en a déjà du coup un petit peu parlé, mettre l'accent sur, évidemment, mesurer cet impact. Le plus grand défi pour les entreprises, c'est de ne pas se limiter à cet impact direct. On en parlait juste avant, mais d'aller chercher aussi l'impact des ressources qui sont utilisées, des matières premières, des ressources, mais aussi des partenaires, des fournisseurs. Et ça peut être assez complexe. Louis, tu le disais, chez vous, Tapio, vous prenez justement en compte ces émissions indirectes. Quel est, du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus à ce niveau-là? Quel est le plus grand défi dans cette mesure, ou un des plus grands défis que vous rencontrez avec vos clients? Je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est le manque de guidance, voire de réglementation sur ce sujet, parce que c'est encore trop libre interprétation. Je refais le comparatif avec la comptabilité. Aujourd'hui, vous faites votre TVA comme ça. Deux entreprises ont les mêmes règles exactement. Il n'y a pas la possibilité d'interpréter la règle, de choisir son taux parce qu'aujourd'hui on se sent plus ou moins bien. Les règles sont définies. Donc ça, le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent on va faire comme ça, mais on ne va pas prendre ça en compte. Et en fait, le cadre, les normes ne sont pas suffisamment claires et établies et unanimement reconnues pour sortir de l'interprétation. Donc, il faut mesurer ses émissions directes et indirectes. Il n'y a absolument aucun choix. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, l'information que vous communiquez est inutile, fausse et n'aura pas d'intérêt. Mais ça peut être complexe, j'imagine, dans certains cas, d'obtenir les informations, parce qu'il y a l'information au sein de l'entreprise, mais d'obtenir les informations nécessaires auprès de certains fournisseurs, partenaires. Et c'est ça le deuxième point, c'est que une fois qu'on a dit qu'il faut prendre en compte tout, c'est facile à dire évidemment, c'est moins facile à faire. Et le deuxième élément de complexité, c'est la précision. Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand on essaye d'estimer l'impact CO2 de quelque chose, on fait toujours des estimations. On va dire, un ordinateur émet autant de CO2, mais est-ce que vous avez acheté telle ou telle marque? Est-ce qu'il est très puissant ou pas très puissant? Est-ce que c'est d'occasion ou est-ce que c'est neuf? Est-ce que vous l'avez importé de loin ou pas de loin? Tous ces éléments-là peuvent vraiment faire varier l'impact de quoi que ce soit très 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 fort. Et donc à chaque mesure on associe une incertitude, et donc tout le défi des entreprises, c'est de mesurer leurs émissions indirectes. Ça, c'est relativement faisable si vous faites des estimations grossières, c'est simple, mais vous avez un chiffre qui est très incertain. Donc l'incertitude liée à la mesure est fondamentale, et c'est là que justement des outils comme Tapio peuvent aider, parce que vous allez avoir accès à des bases de données publiques, des bases de données privées, des bases de données qui sont constituées entre toutes les parties prenantes, pour permettre par exemple à un fournisseur qui vend son yaourt dans un magasin, une enseigne bien connue, va pouvoir communiquer l'impact de ce produit-là à cette enseigne, mais aussi à toutes les autres,
il va pouvoir réutiliser l'information. Mais il faut cet ensemble de règles parce que si l'enseigne de distribution n'est pas obligée de le prendre en compte, il faudra parier qu'elle ne le fasse pas. Et si le fournisseur, on ne lui demande pas de manière fixe et qu'il n'a pas l'injonction de ses clients que c'est essentiel pour son développement, le développement de son business à 1, 5, 10, 15 ans, il y a fort à parier qu'il ne le fasse pas. Et il a raison de ne pas le faire. Donc il faut vraiment cet ensemble à la fois de règles qui sont nécessaires à encourager tout le monde à aller dans la même direction. Et deuxièmement, aller améliorer un minima la précision pour pouvoir agir en conséquence. Merci. Et alors, du coup, là, je me tourne aussi vers Unago. Du coup, ici, plutôt dans la question de la mesure de l'impact social, je dirais que ça peut être plus compliqué de venir mesurer cet impact. Est-ce que vous, dans votre projet de réinsertion, d'inclusion, est-ce que vous avez mis aussi en place peut-être des outils ou défini des indicateurs de mesure pour justement des entreprises clientes, du coup, qui vont faire appel à vous pour pouvoir mesurer un petit peu cet impact. Parce que une personne qui a été incarcérée, qui va du coup être réinsérée notamment par le travail, quel impact finalement ça peut avoir au-delà juste de donner un travail à une personne, lui permettre de gagner sa vie. Et j'imagine que l'impact, il peut être plus large. Qu'est-ce que vous faites pour mesurer ça? Est-ce que vous avez mis des choses en place? Oui, effectivement, avec l'activité d'Unago, on peut avoir un impact à différents niveaux. Je commençais par expliquer les différents niveaux d'impact et puis expliquer ce qui est ou pas proposé à l'entreprise. On a un impact sur les chercheurs d'emploi, dans leur réintégration, tout simplement, eux et leur famille. On a un impact sur les entreprises au niveau de leur recrutement et du business de l'entreprise. On a un impact sur la société parce qu'on sait que 70% de personnes qui sortent de prison, s'ils ne retrouvent pas un emploi, en général, ils vont retourner en détention. S'ils retrouvent un emploi, les chiffres disent que le risque de récidive diminue à 15%. Donc, on diminue la récidive, on diminue le taux de criminalité, on diminue le nombre de victimes, on augmente la sécurité dans la société. Et finalement, on a aussi un impact sur le gouvernement, sur l'État belge, au niveau des prix. Parce que, je ne sais pas si c'est une information que vous connaissez, mais donc un détenu va coûter plus ou moins 150 € par jour au gouvernement. Il y a 12 000 détenus plus ou moins en Belgique avec des va-et-vient tous les jours. Et donc ça fait un montant énorme, sans compter après, une fois qu'ils sortent, mais la plupart se retrouvent soit au chômage, soit au CPS et touchent le revenu d'intégration sociale. Et donc, une fois, si nous on arrive à tous les remettre à l'emploi, évidemment, il y a un énorme intérêt public. Ouais. Aujourd'hui, de là, pour rebondir aussi sur le fait d'avoir une croissance, pour nous c'est essentiel parce qu'il y a différents impacts qu'on veut avoir qui sont que atteignables si jamais on grandit et qu'on peut être actif sur l'ensemble de la Belgique. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'impact au niveau de la société, de réel impact au niveau de la société et du gouvernement, c'est encore trop petit, mais clairement on vise à avoir cet impact-là. Et au niveau de comment est-ce qu'on mesure notre impact aujourd'hui, on reste sur la mesure de le nombre de personnes qu'on met à l'emploi, le nombre d'entreprises qu'on aura aidé à trouver un travailleur qui va rester plus ou moins longtemps. Et là, on va aussi mesurer du coup la durée de la personne qui a commencé à travailler. Oui, il vous faut encore un petit peu, il vous faut encore un petit peu de temps pour avoir un peu plus de recul, un peu plus de chiffres, de grandir et pour avoir du coup plus de résultats à analyser. Oui, exactement. Merci. Et puis après, la chronique que tout le monde attend, la chronique choc, la chronique à qui on cherche toujours un nom. On voulait dire j'ai les nerfs, Béatrice, et puis elle nous a dit hors antenne peut-être qu'elle avait un peu les nerfs. Donc on est assez curieux de vous faire découvrir aujourd'hui qu'est-ce qui a retenu l'attention de Béatrice. Tout à fait. Alors aujourd'hui, j'ai quand même un peu les nerfs quand même. On a entendu des belles histoires de Louis et de Coraline, deux histoires de deux personnes, deux entrepreneurs qui ont osé. Alors aujourd'hui, moi je voudrais vous parler des gens du genre « oui mais ». Ceux qui répètent sans fin « ça, c'est impossible ». Abandonne, ça ne marchera jamais. Alors au XXIe siècle, le plus grand défi, ce n'est pas la multitude de crises qui nous touchent. Mais c'est quoi? Le vrai défi, c'est surmonter ce fatalisme rampant. Ce fatalisme, c'est un poison insidieux qui s'insinue dans nos conversations, dans nos projets et dans nos rêves. Il nous pousse à croire que le moindre obstacle, c'est une fin en soi,
alors qu'il pourrait être un simple détour. Mais comment espérer un monde meilleur alors si nous ne croyons plus en rien, si tout devient trop compliqué, trop tard, ou pas pour nous? Alors voici le plan que je vous propose tous. On commence le reste de notre vie autrement. À partir d'aujourd'hui, on ose, comme Louis et Coraline. Vous avez une idée qui ne vous quitte pas? Lancez-la. Vous avez quelque chose d'important à dire? Dites-le. Envie de sortir des sentiers battus? Alors courez, sautez et faites-le, comme Louis et Coraline. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'idée du risque qui nous paralyse, c'est la peur de l'échec, cette voix intérieure qui murmure « et si ça ne marche pas ?» Petit rappel, hein, souvenons-nous quand même que 100% des personnes qui ont réussi ont commencé par essayer. Même celles qui ont échoué plusieurs fois avant d'y arriver, parce que chaque tentative, chaque erreur est une brique posée pour construire quelque chose de plus grand. Souvenez-vous, hein, comme on dit, ceux qui pensent qu'il est impossible d'agir sont généralement interrompus par ceux qui agissent. Il est temps de sortir de notre léthargie. Il est temps de faire, taire, c'est oui mais. Osons être des ici, et si on y arrivait, et si c'était le bon moment, et si je faisais la différence. Ce monde a parfois besoin de nos idées folles et de nos élans sauvages. Des idées qui dérangent, qui questionnent ou qui bousculent, parce qu'elles portent en elles le pouvoir de transformer, d'innover et de briser des chaînes de status quo. Alors aujourd'hui, faites un pas, même petit, osez rêver et créer. Parce qu'un monde rempli d'idées et des passions sincères vaut bien mieux qu'un monde figé dans le doute et dans la peur. Et rappelez-vous, l'audace n'est pas seulement une qualité, c'est une nécessité. Alors, Louis et Coraline, comment est-ce que vous... Bam! Alors, Louis et Coraline, comment est-ce que... voilà, les gens qui vous disaient « abandonner, mais quelle idée, mais qu'est-ce que vous faites ?» Qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous en avez eu? Oui, évidemment, il y en a eu. Il y en a eu quelques-uns. Et il y a eu surtout mes propres voix qui disaient « ça ne va pas le faire ». Ah, c'est celle les plus dangereuses encore. Mais chaque fois, mon côté de si évidemment, de 1, c'est nécessaire, et de 2, évidemment que ça va marcher, reprenait le dessus. Et je continuais à faire ce que je fais. Voilà. Je pense que c'est souvent plus vicieux que ça. Il y a très peu de gens qui vont nous dire ça va pas fonctionner de manière très directe. Ça vous avez jamais? Ça n'a jamais? Bon, j'en ai eu. Hein, ça va plutôt être des doutes, etc. Oui, non, mais il y a des gens qui vont en effet beaucoup se concentrer sur les risques, etc. Et je trouve que le plus difficile, c'est d'arriver à entendre, parce qu'il y a souvent un fond de vrai. C'est-à-dire que souvent, le doute vient de la perception d'un défi présent ou futur, mais qui n'est pas complètement faux. Donc réussir à l'entendre, se dire « Ah ok, ça c'est pas idiot, je le note, je le mets quelque part dans ma poche, mais quand même j'y vais, quand même j'avance, et au moment où ça va devenir une réalité, j'arriverai préparé et je serai un peu plus à même à faire face à ce qui arrive. » Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on se pose les questions au mauvais moment. Donc on va par exemple pas démarrer aujourd'hui pour un problème qu'on risque d'avoir en cas de succès dans un an. Oui, c'est une peur qui peut figer sur le futur, mais qui en fait aujourd'hui, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore réaliste, et il y a plein de choses, enfin elle n'est pas encore matérialisée, il y a encore plein de choses avant que ce défi arrive. Et maintenant, nous, on essaye de regarder ces défis-là comme des preuve du succès. C'est-à-dire que si à un moment on a un problème de recrutement, ou si à un moment on a un problème avec quelqu'un dans l'équipe et que ça ne fonctionne pas et qu'il faut par exemple s'en séparer ou que cette personne la part, en soi ça peut faire peur, c'est difficile, c'est extrêmement complexe, etc. Mais toutes les entreprises passent un moment par là. Ça veut dire quelque part que vous avez avancé. On le disait tout à l'heure, si par exemple vous êtes très expressif sur les réseaux sociaux, c'est possible que vous ayez des personnes qui ne soient pas du tout d'accord avec vous. C'est une forme de preuve du succès. Ça veut dire que vous êtes entendu et qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et en fait, c'est-à-dire que ce que vous dites est peut-être... il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. Donc, voir ces problèmes comme des milestones, c'est, je pense, intéressant. Attends, juste avait quand même une question mordante pour Coraline. Justement, le fait d'oser, comment, chez vous, les personnes que vous, donc les anciens détenus,
ils doivent aussi avoir peur souvent de dire oui mais ça va pas aller, oui mais je vais me faire rejeter, oui mais est-ce que ce sera bien aussi facile? Il y a quand même beaucoup de peur aussi de pouvoir se remettre à nu quelque part, d'arriver dans une entreprise et de dire bonjour, je m'appelle Béatrice et je suis une ancienne détenue et voilà, je viens travailler. Oui, il y a énormément de peur et donc eux aussi doivent oser. Il y a des peurs en fait partout, des côtés d'entreprise, d'un côté des chercheurs d'emploi, de notre côté à nous. On voit souvent le manque de confiance en soi, des personnes qui n'ont jamais fait un entretien d'embauche, par exemple. Et c'est là où nous, on a ce rôle de les rassurer, de les accompagner et de faire en sorte que ça fonctionne. Ouais. Pardon, Nicolas, je t'ai coupé. Non, passionnant, parce que je me demande maintenant, pour le ramener à vous, est-ce que vous avez déjà réfléchi sur vous en tant qu'entrepreneuse et entrepreneur, quel était le moteur qui vous animait à faire et pas à procrastiner et à penser que je préfère ci ou avoir un... Est-ce que vous avez... C'est un sujet ou un questionnement qui vous a déjà traversé l'esprit? Tu veux dire pourquoi est-ce qu'on fait ça et pas autre chose qui est peut-être plus Pourquoi vous facile? le faites? Ouais. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui vous a amené dans cette voie de l'entrepreneuriat, qui en est une parmi tant d'autres, ni mieux ni moins bien, mais qui vous amène à, tiens, j'ai lancé mon projet, je choisis cette voie, je vais rencontrer des gens, je vais essayer de les convaincre de mon idée, j'en rencontre encore d'autres, et petit à petit, je construis mon histoire, et qui est maintenant déjà de très belles histoires. Je trouve que c'est une question qui n'est pas facile, parce que pour avoir échangé avec pas mal de gens, je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont même parfois très proches ou très importantes pour moi, qui n'ont pas du tout cette fibre ou cette envie-là. Donc comme tu dis, je crois que c'est une voie qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire, et c'est très bien, et surtout il ne faut pas qu'ils le fassent, et inversement, si des personnes ont envie d'être dans l'entrepreneuriat, ils ne vont peut-être pas s'épanouir dans une autre type de carrière. Donc pour moi personnellement, je pense que c'est parce que j'ai très envie de m'amuser au sens un peu enfantin du terme, de prendre du plaisir dans ce que je fais tout le temps, et en fait c'est là que je prends du plaisir. C'est quand je crée quelque chose, quand je peux mettre mon énergie à quelque chose qui m'amuse moi personnellement, qui me permet de m'épanouir, de rencontrer des gens, de tous les matins aller à l'école. J'étais tout le temps aller à l'école. Ma femme... Ça, c'est les enfants. Exactement. Ma femme se moque beaucoup de moi parce que le matin, je vais à l'école après avoir déposé mes enfants à l'école. Mais donc voilà, aller à l'école avec la banane et me dire, en fait, je suis trop content de venir, ça m'amuse trop. Et quand je pars, je me dis pas, je rentre chez moi, j'arrête de travailler. Le soir, je repense à ça, je retravaille parce que j'aime bien, en fait. C'est ma réponse à ne pas travailler, en fait, je pense. Et toi, Coraline, ce cycle de quelque part au tout début de solopreneur, je veux faire quelque chose et puis je dois trouver quelqu'un, mais tu le fais, tu rencontres les gens, tu décides d'aller, de franchir la porte des prisons. C'est quand même toute une série d'étapes qui se sont accumulées, qui à chaque intersection, tu aurais pu dire, en fait, voilà, j'ai mon diplôme, je vais aller trouver un boulot et je vais faire un autre chemin. Qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce qui t'anime? Malgré que, comme on disait, les peurs et les doutes parfois, je continue à faire ce que je fais parce que pour moi, c'est pas juste chouette. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Et je peux pas me dire que j'arrête demain parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer de ces personnes? Ça va faire qu'empirer. Et ça me dérange de penser et de savoir que certaines de ces personnes-là sont complètement délaissées. Et en fait... qui n'ont en fait parfois plus le choix que de retourner dans les conneries et de retourner en prison. Et puis tout le cercle vicieux qui s'ensuit. Ils retournent. C'est une mission. Alors on parlait d'école, on va passer à la séquence suivante. On va découvrir à l'écran qui va pouvoir témoigner en premier. Yes. Qui est? Est-ce que vous le reconnaissez? Est-ce que vous reconnaissez? Béatrice, est-ce que tu reconnais Je sais pas, j'ai regardé. Oui, c'est toi, Louis. C'est vicieux parce que moi je suis celui qui est coupé. T'es celui à droite, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu, de nouveau, l'enfant que tu as été, l'enfant que tu es encore, cet enfant que tu as été, est-ce qu'il voyait Louis grandir comme ça, continuer à s'amuser dans la cour de récré avec ses copains, entre échanger les cartes Pokémon, jouer aux billes et le faire maintenant dans un bureau en mesurant des bilans carbone et développer du logiciel? Mm-hmm. Comment tu te voyais quand tu étais petit?
On m'avait demandé une fois qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit comme métier, quoi. Et je trouvais que c'était une bonne manière d'approcher le sujet parce que quand j'étais petit, pour moi, je n'avais pas envie de faire un métier, en fait. Les gens disent je voulais être, je sais pas, footballeur, astronaute, pompier, ce qu'on a envie. Et moi, je disais, je jouais au foot dans mon jardin avec mes copains et faire une cabane. Et je voyais pas trop l'intérêt de... Je comprenais pas pourquoi il fallait vraiment travailler. Alors, toute ma famille s'est beaucoup moquée de moi sur le fait de trouver un travail, etc. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'il va falloir combiner les deux visions. Donc je me suis dit, ouais, comment est-ce que je peux m'épanouir sans réellement avoir un travail? C'est un peu ça la réponse que j'ai eue. Et quand même par rapport à ça, à cet âge-là, parce que maintenant j'ai des enfants qui doivent avoir, je sais pas quel âge on a là-dessus, mais disons à peu près le même âge. Ça, c'est frères et sœurs ou frères? C'est mon frère au milieu. Frère au milieu, ouais, c'est ça. Et à gauche? À gauche, c'est ma petite sœur, que voilà, on la voit pas, c'est très bien. Donc c'est Pierre, ton associé? Ouais, c'est ça, Okay. c'est Pierre. C'est ça qui était rigolo dans cette C'est photo. pour ça. Ouais. C'est que c'est moi qui suis là. Ça, il a mais- juste pris une photo où il était coupé, Voilà, il avait non. pas... On l'aimait bien, en trouvé tout cas. autre Enfin, chose. C'est Ok. mon associé, voilà. C'est marrant de le voir comme ça. Qui était plus petit que moi à l'époque. Non, mais ce que je trouvais intéressant maintenant d'avoir des enfants de cet âge-là, c'est que moi j'ai un peu eu, assez jeune, une compréhension des enjeux climatiques. Donc de me dire, en fait, c'est quand même vraiment dommage avec des yeux d'enfant que la planète est en train de brûler, etc. Donc j'ai assez vite compris ça. Enfin, j'ai assez vite su ce que c'était. Mais c'est seulement quand moi j'ai eu des enfants que j'ai compris. Et il y a un concept que je trouve passionnant dans la transition climatique, qui est ce qu'on appelle la baffe climatique, qui est un peu le moment où chacun passe de savoir à comprendre. C'est qu'on sait tous ici autour de cette table qu'il y a un réchauffement climatique, etc. Mais il n'y a pas toujours tout le monde qui a compris intrinsèquement, personnellement, ce que ça veut dire pour soi. Et moi, c'est seulement quand j'ai eu mes enfants que j'ai compris, parce que jusqu'à mes 30 ans, je me disais, un jour, tout va brûler, et je regarderai mes parents et je leur dirai, vous avez vu ce que vous avez fait? Félicitations, vous avez cramé la planète. Et c'est quand j'ai eu mes enfants que je me suis dit, merde, en fait, ça marche pas, mon excuse, parce que mes parents, ils seront plus là à ce moment-là, et ce sera mes enfants qui vont me regarder moi et qui vont me dire, qu'est-ce que t'as foutu, quoi. Et donc, je trouve que ce côté-là, d'avoir une photo de moi à l'âge de mes enfants maintenant, je trouve que c'est vraiment intéressant, parce que c'est la prise de conscience d'aujourd'hui. Ça sera pas suffisant de blâmer la génération précédente, elle sera honnêtement plus là. Par contre, nous, on sera bien là, et c'est nous qui allons prendre toute la responsabilité. Et c'est un peu ça le drive au-delà de m'amuser, c'est de me dire, en fait, à minima, je pourrais dire j'ai fait mon possible. Et puis, comme je suis optimiste, j'espère qu'on va même réussir à réinverser la tendance. Qu'on va y arriver. On va y arriver, voilà. Mais on n'a un peu pas le choix, mais j'espère vraiment qu'on va quand même y arriver, quoi. Non, et c'est ça qui est fantastique d'avoir des projets comme vous, hein, qui balayent des spectres, enfin un spectre assez large, mais qui sont dans le faire et dans essayer d'aller vers un monde meilleur, plus équilibré, plus juste. Alors peut-être maintenant, on va découvrir la deuxième. Ça sera facile de savoir qui c'est. Voilà. On en a besoin, hein, dehors. Pour l'instant, on est quasiment en hiver. Là, il fait froid. On avait besoin d'un petit ciel bleu. Et donc, on voit la Coraline petite, elle était déjà en mode Unago. Donc petite, moi je voulais travailler dans un cirque. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ça aurait été bien pour moi aussi, c'était pas un travail. C'est pas un travail, non, c'est du c'était jeu. bien. Entre clowns ou ceux qui sautent d'un cercle à un autre, je trouve ça très cool. Je ne savais... Non, mais à part le cirque, j'avais aucune idée de ce qui allait devenir, ma vie. J'ai demandé à ma mère, j'étais comment quand j'étais petite, et elle m'a dit que j'ai toujours été très indépendante, à toujours dire mais je sais. Que j'aimais les challenges, la première à sauter, à faire la traversée de la mer ou des choses comme ça. Mais à avoir aussi un gros caractère où si je suis pas contente, j'hésite pas à le dire. Je me tapais la tête parfois contre le mur en disant j'ai pas d'accord. Et voilà, ça c'était moi petite. Un sens de la justice déjà. Et puis on t'a mis à l'isolement. Et puis non, heureusement pas vraiment. Ouais. mais la Coraline petite, est-ce que comment elle verrait la Coraline grande? Est-ce que toi tu t'imaginais travailler dans un cirque, mais aussi comment tu voyais ta vie quand tu serais grande et aujourd'hui en tant que grande Coraline, comment tu dirais t'as vu,
finalement, j'ai fait un bon parcours et on a déjà coché une série de cases, on a fait une série d'étapes qui sont plutôt pas mal et on a construit cette histoire. Je trouve ça difficile à répondre parce que j'ai l'impression qu'à cet âge-là, tu te poses pas vraiment trop de questions. Et le fait de dire que je voulais travailler dans un cirque, ça montrait bien que je me posais pas plus de questions que ça. donc je sais pas répondre vraiment à ta question. Non, mais c'est marrant. Donc c'est une forme de réponse, puisque certains ont tiens, mais moi j'ai toujours été obsédé par quelque chose. D'autres, en fait, dans ton cas, il y avait tu nous as parlé plutôt de traits de caractère, et puis après le chemin de ta vie t'a amené à t'ancrer dans quelque chose dans lequel tu n'étais a priori pas prédestiné. Oui, mais c'est le trait de caractère aussi, tu n'aimais pas les injustices. Quand tu n'étais pas d'accord, bon, quitte à te taper la tête, mais maintenant, en fait, tu n'es pas d'accord sur un certain système de la société qui t'a mené peut-être aussi à devenir entrepreneur dans une ago, parce que tu n'es pas d'accord avec ce système qui dit on va enfermer les gens, on va juste attendre que ça passe, et puis voilà, quoi. Enfin, désolé pour la... Et pas parce que tu t'es dit je vais créer une société et je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, mais... J'ai pas un objectif comme certains peuvent en avoir. Effectivement, on est petit, on pense qu'on va faire telles études, qu'on va faire des études d'ingénieur de gestion, qu'on va faire sa carrière dans une grosse corporate, et puis qu'on va finir voilà, CFO, CMO ou CEO d'une grosse boîte. Et il y en a certains qui se mettent cet objectif et qui l'atteignent et qui peut-être sont très heureux comme ça. Toi, dans ce qu'on entend, effectivement, il n'y avait pas un objectif. Il y avait, comme tu disais, Béatrice, par contre, une personnalité. Et finalement, les traits de personnalité, comment toi tu décris ou tes proches te décrivent quand tu étais petite, ben en fait, finalement, dans ton projet entrepreneurial, on le retrouve, ce côté un peu « j'hésite pas à foncer », j'avais envie en même temps, enfin, toute une série de traits qui sont là, et pas parce que tu avais un objectif, mais que les choses se sont mises parce que ta vie t'a amené par des circonstances. Voilà, Jean-Marc qui est venu passer un séjour chez tes parents, peut-être tes études aussi un peu de criminologie, enfin toute une série de choses qui, ensemble, t'ont amené à ce projet entrepreneurial. J'ai l'impression que par rapport à ce que tu disais, c'est qu'un des éléments quand même pour piloter un projet pendant un certain nombre d'années, c'est d'avoir un problème auquel on essaye de répondre, qui nous passionne. Et c'est pas suffisant en effet de se dire, par exemple, je veux lancer une entreprise pour gagner des sous, lever des fonds, la reconnaissance sociale, plein d'éléments qui peuvent être parfois des conséquences. Mais si c'est le but, c'est pas suffisant pour faire face à tous les milliers de problèmes qui font partie du projet. Par contre, si on a un problème auquel on essaye de répondre, qui nous passionne vraiment, qui nous prend en tripes et qui peut être très varié, hein, ça ne doit pas du tout forcément être dans l'environnement ou dans le social ou peu importe, mais quelque chose vraiment qui nous passionne, bah ça peut être assez fort pour faire face quand on se réveille le matin malade, que mes 2 enfants ont la varicelle et que ma femme est en voyage et que j'ai pas envie. Bah ce jour-là, on se raccroche à la raison pour laquelle on est là et voilà. Et ça, on sait pas faire semblant, quoi. Et si c'est juste si l'objectif c'est juste les conséquences, comme par exemple lever des fonds ou des trucs comme ça, c'est pas suffisant. Donc si c'est peut-être aussi ça d'avoir un problème. Ouais. Et pour continuer alors et arriver, puisqu'on arrive malheureusement déjà quasiment au bout de l'émission, hein, on a bien fait connaissance, on a pu creuser toute une série de points, évidemment on pourrait passer plus de temps. Alors sur cette dernière séquence, c'est la séquence du livre. On vous a demandé de venir avec un livre. Je pense que je vais commencer avec toi Louis, parce que ton livre il est assez particulier. Pas nécessairement sur celui que tu as choisi, mais le format en fait, que tu as amené. Est-ce que tu peux nous partager ton livre déjà? C'est incroyable. J'ai écrit mon livre, non c'est pas vrai. Du coup, non, je l'ai oublié, donc je l'ai imprimé sur une feuille, donc voilà, je sais pas, je vais le montrer là. C'est The Go-Giver, qui est un bouquin que j'ai lu il y a pas très longtemps, mais que je trouve assez passionnant parce que d'abord, il se lit vite, donc c'est quand même pas mal de pouvoir le lire assez rapidement. Non, en vrai, c'est l'histoire d'une soirée, donc c'est pas une brique trop complexe. C'est pas un bouquin vraiment proprement parlé de business, mais c'est plutôt quelque chose un peu de développement de soi. Et le concept est assez simple, c'est The Go-Giver, et en fait, ça vient réexpliquer le fait que il faut d'abord donner
pour recevoir, il faut d'abord donner pour construire, il faut d'abord donner sa confiance pour en recevoir, etc. Et en fait, quand on ramène ça bon, ici en gros c'est 5 règles qu'on peut appliquer dans la vie personnelle, qu'on peut appliquer dans l'entreprise, qu'on peut appliquer dans la famille, avec ses enfants, etc. Mais qui sont, je pense, fondamentales, et c'est un des rares bouquins où en le lisant, je me suis dit, ah mais ok, en fait c'est ça, toutes ces frustrations, tous ces éléments que je n'avais pas compris jusqu'à présent. J'ai un peu l'impression qu'il y a quelqu'un qui me donnait les règles du jeu, du grand jeu de la vie qu'on est en train de tous essayer de vivre. Dans la matrice. Dans la matrice, et je me suis dit, ah mais ok, en fait, si tu m'avais dit ça dès le début, si j'avais su. Donc voilà, je trouve que c'est un bouquin hyper intéressant. C'est un très bon ami qui m'a beaucoup aidé dans le développement de l'entreprise, qui me l'a conseillé, que tu connais, c'est Julien. Et donc voilà, je le conseille à tout le monde, et je ne l'ai pas avec moi parce que je le fais lire à tous les employés de Tapio, donc il est quelque part chez un des employés de Tapio qui, tant mieux, ne l'a pas laissé au bureau et l'a repris chez lui. Et toi... se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, oui. Normalement, maintenant, on essaye d'en avoir plusieurs. Donc... En plus, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Ouais, c'est un super cadeau. Super cadeau. Et toi, Coraline, qu'est-ce que tu nous as amené? Alors moi, j'ai pris le livre No et moi, de Delphine de Vigan, qui est un livre que j'ai lu il y a très longtemps, par contre. Seul livre que j'ai lu 2 fois, que j'ai adoré, que je trouvais super touchant. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille à l'école qui doit faire une présentation devant sa classe. Elle peut choisir la thématique. Et elle décide de faire ça sur le sans-abrisme. Et en décidant ce thème-là, elle se lie d'amitié avec une personne sans-abri. Et puis c'est l'histoire de leur amitié et de leur amitié et de leur parcours à deux. Et là-dedans, qu'est-ce qui t'a poussé à le lire une deuxième fois? Qu'est-ce qui t'a allumé des petites lampes et des petits feux? Ça m'a juste, je pense, hyper fort touchée. L'histoire humaine. Oui, l'histoire humaine, ce lien avec une personne qui est à l'école, qui a un parcours assez classique, et une personne sans... Et en fait, en ayant choisi ce livre, je trouvais ça amusant, parce que je me suis dit, aujourd'hui, avec ce que je fais avec une ago, c'est super lié. Bah oui. Et j'avais oublié, en fait. Enfin, je lis pas énormément. Mais j'ai hâte de le relire pour la 3e fois. On l'a ressorti de la bibliothèque, alors. Ça donne aussi envie de lire. Non, je le trouvais plus, et j'ai été le racheter. Là, on voit l'histoire un peu touchante. Là, ici, d'un beau buvard. Ok. Je te le rends, merci. Alors, c'est le mot de la fin. Généralement, en tout cas, dans la première émission, on avait décidé... faire une petite conclusion, un petit mot de la fin, en débriefant avec Thierry de Startup Bio. On dit bon, c'est en fait dans toutes les émissions la même chose. Je vais essayer une nouvelle approche, et je vais vous poser une autre question. C'est que souvent on a peur de demander, et donc de peut-être saisir l'opportunité en disant mais tiens, on espère qu'il y a pas des milliers, pas des dizaines de milliers, mais des millions de personnes qui vont regarder cette émission. Alors Thierry m'a dit il faut arriver au milliard. J'ai dit, écoute, ça va... Étape par étape. Étape par étape, exactement. Rome, c'est pas construite en un jour. La plateforme ne va pas soutenir autant de visites. Tu vois, exactement. Et donc, dans ce milliard d'auditeurs qui sont occupés à nous regarder, comment les gens qui sont derrière et qui pourraient vous aider? Qu'est-ce que vous demanderiez comme aide? Dans un sens, pas « s'il vous plaît, donnez-moi de l'aide », mais tiens, comment aider vos projets? Comment aider votre mission? Comment vous aider? Et vous pouvez faire plusieurs appels quelque part au public. En regardant la caméra. En regardant la caméra facecam pour avoir le maximum d'impact. Vas-y Louis. C'est moi qui démarre. Je pense que... je dois le faire en regardant la caméra, c'est très bizarre comme exercice. Je pense que nous, le plus important, c'est de faire avancer la transition climatique, et que pour faire ça, on a besoin que chacun y mette du sien, et qu'on sous-estime souvent l'impact qu'on peut avoir en tant qu'individu dans une entreprise. Et donc, il y a toute une série de choses que vous pouvez faire à titre privé pour réduire votre impact climatique, et il faut le faire, et c'est très bien. Mais si vous investissez une partie de votre temps professionnel, une partie de votre énergie professionnelle, une partie de vos connaissances professionnelles, pour faire avancer la transition climatique dans votre entreprise, vous pouvez avoir un impact énorme, démultiplié, qui va aller bien au-delà de réduire votre impact personnel. Donc je pense que ce qui serait intéressant pour chacun, puisqu'on a des milliards, tu m'as dit, hein, plusieurs milliards. Un milliard.
c'est quand même Allez, à beaucoup. l'émission précédente, on était à 750 millions et je vous remercie tous un par un, mais ça prendrait trop de temps. Je pense que celle-ci, on va faire le milliard là, sur la lancée sur laquelle on est. Ben, je pense que si la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui vous frustre de votre entreprise et vous vous dites mais là on devrait faire quelque chose, ben, vous faites-le. Organisez-vous, parlez à l'autre personne dans l'entreprise qui a envie d'agir, créez une équipe d'impact, créez des comités, des échanges, des discussions, parce que vous pouvez faire bouger très très fort une entreprise de l'intérieur. Et au-delà de ça, de manière très égoïste, c'est ce qu'on a besoin chez Tapio pour faire avancer les choses. On a besoin d'un relais dans l'entreprise pour avoir un réel impact. Si une entreprise mesure son bilan carbone parce qu'elle est légalement obligée de le faire et que c'est juste un nombre, un papier qu'elle met dans un rapport et puis elle le met au frigo pendant 1 an, on n'a pas d'impact. Par contre, s'il y a des hommes et des femmes dans l'entreprise qui veulent se donner la voix à ce qu'on essaye de faire, qui veulent agir, qui veulent faire bouger les lignes, qui sont prêts à y mettre de l'énergie, à mettre du temps, à y mettre de la connaissance, là on peut avoir un vrai impact. Donc je dirais demain, faites quelque chose, un peu ça fait écho à ton coup de gueule, voilà. C'est ça, faites quelque chose, faites un petit pas. Moi j'aime bien l'analogie de l'escalier. Imagine une marche d'un escalier qui fait 3 mètres de haut, tu n'as aucune chance de la passer. C'est un peu ça, on se matérialise des problèmes insurmontables. Bah, découpez-le en une petite marche, un petit pas qu'on peut faire demain. Et puis à la fin de l'année, bah, vous serez en fait super loin et tout le monde aura avancé, on aura eu un réel impact et on peut faire basculer de cette manière-là des entreprises vers un monde plus durable. Donc, voilà. Donc le milliard là, action, Oui, ça en fait du action, monde pour agir. action. Ça, voilà, super. On va faire bouger les choses. Coraline, toi, qu'est-ce qui pourrait aider Coraline, Unago, l'équipe, les différents partenaires et autres? Je vais m'adresser d'abord au grand public. Renseignez-vous par rapport aux problématiques liées au secteur pénal, carcéral et aux défis liés à la réinsertion. C'est un problème, on ne se rend pas toujours compte, mais qui nous concerne tous. Parler de Unago comme solution aux problèmes de réinsertion. Et puis finalement, je fais appel aussi aux entreprises et je vous demande de oser faire le pas, de recruter chez Unago. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Est-ce que tu as des tips là pour la première de se renseigner? Est-ce qu'il y a des endroits où on cherche simplement sur Internet, on demande à ChatGPT? Est-ce qu'il y a des points de contact, d'information que tu pourrais recommander? Vous pouvez toujours prendre contact avec Unago directement. Il y a un site internet, unagorecrutement.be. Il y a différentes associations aussi qui traitent de la thématique, mais il y en a plusieurs. Je ne pense pas que je vais les citer ici. Mais donc le plus direct, c'est d'aller sur votre site. Il y a un point de contact, un formulaire, un mail. Ouais. Peut vous contacter et voilà et poser ses questions et. Oui. Magnifique. Un tout grand merci à vous d'avoir accepté d'être présent sur le plateau, d'avoir partagé vos projets. Un tout grand bravo aussi à vous d'être dans l'équipe des, non pas des 8 mai, hein, mais des ESI, parce qu'on en a besoin. Et puis, un tout grand merci à Delphine et Béatrice pour avoir été présentes et nous avoir secoués et informés à travers la masterclass. Mais aussi cette chronique qui n'a pas de nom, mais qu'on attend toujours avec impatience. En fait, appelons-le le coup de gueule. Voilà. Merci à tous. Vous nous retrouverez très prochainement pour le 3e épisode.